Des interactions entre espèces et du changement climatique, parce que très souvent, quand on s'intéresse au changement climatique, on va avoir une espèce à laquelle on s'intéresse, une espèce focale, et on ne fait pas toujours très attention à ce qui se passe au niveau des interactions entre espèces. J'ai travaillé sur différents systèmes, donc je vous les ai illustrés à gauche, ça fait des jolies photos, mais quasiment uniquement sur des interactions entre espèces. Et depuis peu, la problématique du changement climatique devient de plus en plus importante dans mes travaux, et aussi de plus en plus bourguignonne, parce que je travaille maintenant aussi sur la vigne à la cicadelle de la flavescence dorée. Notre chouette hulotte, qui doit être bien connue de France Nature, en interaction avec la chouffe. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui est très très récent, qui a démarré un petit peu par hasard, entre la relation qu'il y a entre le cassis et ses auxiliaires de culture. Alors, je vais vous faire un petit peu de théorie, mais très peu et que en dessin. En écologie, il y a un concept qui est très important, qui est le concept de la niche écologique, qui dit qu'une espèce existe dans un certain espace de paramètres. Les paramètres peuvent être multiples et divers. Donc ça, c'est la définition de Hutchinson en 1957, c'est toujours très utilisé. Et à partir de cette théorie de la niche, quand on remet ça dans le contexte du changement climatique, on sait qu'une espèce va pouvoir modifier sa niche pour répondre au changement climatique selon plusieurs axes de niche. Par exemple, dans l'espace, c'est la migration dont parlait Anna tout à l'heure, à savoir qu'une espèce, si c'est trop chaud, elle peut essayer d'aller un peu plus vers le nord, de monter en altitude, donc de changer son aire de distribution. Et ça, c'est toute cette partie de l'écologie du changement climatique qui va s'occuper de cartes de distribution d'espèces. Donc c'est très intéressant parce que cette migration a été une des premières véritables mises en évidence de l'impact du changement climatique sur l'écologie. C'était sur des changements de distribution d'aires de papillons aux États-Unis. Un deuxième axe d'échappement au changement climatique, ça peut être un axe temporel. Ça veut dire qu'une plante va changer sa phénologie, le moment où elle fleurit, où elle sort ses feuilles. Pour des animaux, ça va être un changement de saison de reproduction. Et un dernier axe, ça va être les caractères biologiques qui peuvent, selon deux modalités. La première modalité, c'est la plasticité, c'est-à-dire l'individu est capable de vivre dans différents endroits avec son génotype. Ou alors, on a aussi une possibilité d'évolution, c'est-à-dire de changement du patrimoine génétique de l'individu, avec des phénomènes de mutation, apparition de la diversité, sélection, et puis tout ce qu'on fait en sélection. Donc ça, c'est le cas pour une espèce. Maintenant, donc ma première espèce, je ne vais pas expliquer, c'était la bille bleue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un cadre de changement climatique si on a une deuxième espèce? Ça va être un peu un truisme, mais quand deux espèces interagissent, il faut qu'elles soient au même endroit, au même moment, à la bonne période du cycle de vie. Donc si on a par exemple une première espèce, on va dire par exemple un papillon, qui lui trouve qu'il fait un petit peu trop chaud et qui va essayer de s'adapter au changement climatique en migrant vers le nord. Okay. Si sa plante hôte décide elle aussi qu'une migration vers le nord est possible, il n'y a pas de problème, l'interaction va perdurer. Donc ça, c'est le cas de nombreux systèmes. On a beaucoup de papillons, par exemple, qui sont spécifiques d'une plante. Et il faut absolument que les deux aient la même réponse au changement climatique. Puisque si notre plante, elle, décide de changer sa phénologie, on a un risque de disruption des interactions. Et à ce moment-là, on peut prendre les mesures qu'on veut pour sauvegarder la plante. Si son papillon pollinisateur spécifique n'est plus là,
la plante ne sera plus là non plus. Alors, de façon assez schématique, je vous ai représenté un réseau d'interaction simplifié. Donc vous avez ici une plante. La plante, elle n'est pas seule, elle est en compétition avec d'autres plantes. Elle est aussi avec différentes relations de mutualisme avec, ça peut être des plantes, ça peut être d'autres insectes. Donc le mutualisme, c'est une interaction à bénéfice réciproque pour les deux intervenants. C'est un petit peu mon interaction favorite. C'est un type d'interaction que pendant longtemps, les écologistes ont un petit peu laissé de côté, en disant les mutualismes, c'est des jolies petites histoires, on aime bien les écouter, mais c'est pas ça qui structure les communautés et le monde vivant. Suite à ça, il y a de nombreux chercheurs qui ont travaillé sur les mutualismes et maintenant on s'aperçoit que c'est au contraire un facteur extrêmement structurant et important dans les communautés écologiques. Et vous pouvez penser par exemple à ce que nous devrions sans nos symbiotes du tube digestif. Après ces mutualismes, on a les méchants, donc ce que j'ai mis sous herbivorie. Et ces herbivores sont souvent la proie d'encore plus méchants, donc des prédateurs, des parasitoïdes. Donc on a ici, à chaque fois j'ai représenté avec un petit dessin, mais ça peut en être plusieurs. Et ce réseau-là est très schématique, mais quand même pas complet du tout, puisque autour de la plante, le mutualisme va aussi interagir avec la plante, d'autres plantes qui sont en compétition à la première. Donc on a des réseaux d'interaction complexes, plus ou moins connectés, avec bien entendu plusieurs espèces dans chaque rôle. Et pour la plante, et pour chacun des intervenants, on a aussi de la variabilité. Alors là, j'ai illustré la variabilité temporelle avec une plante qui ne va pas forcément avoir le même réseau au stade plantule et au stade fleur, et une diversité génétique pour chacun des intervenants. De façon classique, on dit que la complexité de ce réseau augmente sa stabilité et sa résilience. Ce qui veut dire que dans un système écologique perturbé, on pense qu'on peut perturber un petit peu en enlevant certaines espèces, certaines connexions, mais qu'il y a un moment où la résilience et la stabilité de l'écosystème vont être vraiment en danger. On peut vraiment se faire du souci à ce moment-là sur l'ensemble de l'écosystème. Alors, dans ce réseau, voilà, j'ai rajouté, sans oublier les micro-organismes, qui sont d'autres grands oubliés de l'écologie, même si depuis qu'on a les moyens, en particulier avec des techniques ADN, d'aller les chercher dans le sol, sur les organismes, on s'aperçoit que ces micro-organismes sont bien sûr omniprésents. Sur moi, j'ai plus de cellules étrangères que de cellules avec mon ADN. On est couvert de micro-organismes. Et ces micro-organismes réagissent aussi aux perturbations de l'environnement. Donc ça, c'est encore tout ce qui est écologie microbienne. C'est un énorme volet qui a encore besoin d'être très très travaillé. Et donc le cassis, alors qu'on parle de nature, ça a dû vous paraître bizarre, mais un système écologique agricole est un système extrêmement simplifié sur lequel on peut se dire qu'on va voir relativement facilement des déséquilibres et on peut les considérer un petit peu comme des écosystèmes modèles pour étudier d'autres choses. Bon, je vous dis aussi que c'est plus facile d'obtenir des crédits de recherche quand il y a un vrai problème économique. Faut quand même le dire. Hein. Donc, là, dans le cas d'une plante cultivée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'abord, notre plante cultivée, elle a été sélectionnée, d'abord de façon traditionnelle et paysanne, où on gardait les meilleurs individus pour assurer la récolte suivante.
Puis ensuite, de façon un peu plus forte, avec des améliorations génétiques. Et très souvent, dans beaucoup de cultures, on obtient une base génétique très faible, avec parfois des clones, donc un seul... je vais le prénom, là. Donc une baisse de la diversité génétique. On a rajouté des pesticides pour enlever la compétition. On a rajouté des insecticides et d'autres produits phytopharmaceutiques pour éviter les herbivores. Et ce faisant, on a très fortement affaibli les populations d'auxiliaires, avec les dangers prévisibles qu'on va avoir une diminution de la qualité des pollinisateurs, et qu'on peut se dire que en cas d'invasion par un nouveau pathogène, on risque d'avoir une invasion rapide et sans aucun auxiliaire pour limiter ça. Alors, je vais vous détailler ça sur l'exemple de la culture de cassis. Donc, avec mon collègue Philippe Loipre, donc on travaille tous les deux sur ce projet. Et on a été contactés par des cassiciculteurs qui nous ont dit, depuis 10 ans, on n'a plus de rendement, les fruits avortent, et ça peut être soit la météo, soit les cochenilles, soit les pollinisateurs. Et la première chose à faire, donc c'est un projet qui a commencé il y a moins d'1 an, c'était de regarder quelle pouvait être l'action du climat. Très classiquement, donc ça vous connaissez tous maintenant, le cycle de la plante, le cycle phénologique, à partir de l'hiver, on sait que plus il fait chaud, plus la plante va se développer vite, ce qui va interagir sur la date de floraison, possiblement modifier la température à ce moment-là et augmenter les risques de gel sur fleurs, modifier la date de production de fruits. Chez le cassis, on a aussi besoin d'une certaine quantité de froid pour avoir une bonne fructification. Et en plus, l'initiation des fleurs va dépendre en fait de ce qui s'est passé l'année d'avant au moment de la fructification, puisque l'initiation des fleurs va dépendre des températures et de la qualité du feuillage pendant l'été précédent. Donc là, on a effectivement tout un potentiel d'impact non négligeable du climat. Après, on a, donc c'est Rudy Kuzmin qui est en Master 1 l'année dernière, qui a fait cette petite étude sur la cochenille, dont je ne dirai pas le nom. On voit effectivement des infestations très très importantes de cette cochenille, qui est une cochenille d'origine subtropicale. Et on peut se dire que si elle est arrivée en Bourgogne aussi récemment, peut-être qu'une augmentation des températures n'y est pas pour rien. Cette cochenille est arrivée en Europe au XXe siècle, au début du XXe siècle. Et au début du XXe siècle, elle était à peu près régulée sur les mûriers par différents parasitoïdes. Donc la question est de se dire pourquoi, si au début du XXe siècle, les parasitoïdes régulaient les populations de cochenilles, pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent plus? Effectivement, Rudy a trouvé qu'il y avait des parasitoïdes. On a bien trouvé les deux bonnes espèces, mais en faible quantité, quelques pourcentages, puisque ces deux espèces sont très sensibles aux insecticides. Donc forcément, en présence d'insecticides, à haute dose, pour essayer de se débarrasser des cochenilles qui, sous leur bouclier, sont extrêmement résistantes, en fait, ce sont les parasitoïdes qui disparaissent. Le dernier volet, donc, c'est la pollinisation. Donc, la fleur de cassis, c'est une toute petite fleur, pollinisée uniquement par des insectes. Et donc, j'ai une deuxième étudiante, Manon, qui a été dans les champs et qui a donc, de façon très structurée, identifié et compté tous les pollinisateurs qu'elle a pu trouver. Alors Manon a quand même beaucoup de courage parce que ici c'est au milieu d'un champ, donc il y a quand même 90 transects qui ont été faits, 30 pollinisateurs trouvés, un tiers de pollinisateurs à la minute, il faut être constant dans l'effort. En bord de parcelle, on n'est guère mieux, et quand même pour lui remonter un petit peu le moral, on lui a dit d'aller quand même vérifier en même temps
ce qu'on a appelé les alentours. Donc on a recherché pour nous les zones qui étaient les plus riches en pollinisateurs. On est à moins de 1 par minute. Il semble donc y avoir un problème de pollinisation. Comme je suis un peu short, je vais passer celui-là. Donc j'ai recherché dans la bibliographie ce qu'on avait sur des quantités d'individus sur cassis, au même endroit, dans les mêmes parcelles, hein, ce qui est en orange, non c'est les... Voilà. Donc en orange les apis, les andrènes, les bombus cette année. En 1980, on a une échelle logarithmique, ça veut dire que chaque barre horizontale est une baisse de 10%. D'après nos données, malgré l'incertitude qu'on a sur des données de 37 ans, est-ce qu'on a fait exactement pareil, on a une baisse du nombre de pollinisateurs de 99%. Je pense que quand les cassisiculteurs disent que la pollinisation pose problème, ils ont raison. J'ai hésité à vous montrer ce chiffre, parce qu'il est quand même un petit peu... 99% de disparition. Et on peut quand même le comparer à celui qui a été trouvé en Allemagne, qui est une baisse de 75% en 27 ans de la biomasse d'insectes. Et ce que les gens ont oublié de souligner quand ils ont repris cet article, c'est que c'est 75% en 27 ans en milieu naturel et protégé. Ça veut dire à l'abri de tout insecticide et de toute perturbation. Et c'est ma dernière diapo. Donc effectivement, sur ce problème, on voit bien un écosystème complètement déséquilibré, plus de pollinisateurs, un herbivore qui envahit, une absence de diversité génétique, puisque la plupart des cassis sont des clones vrais, un seul individu génétique, que des répliques complètes. Et pour terminer sur une note positive, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on va essayer d'aider les cassisiculteurs en leur proposant des adaptations, des bandes fleuries, des sites de nidification pour les insectes, les aider à trouver des solutions pour cultiver avec moins de pesticides, si possible pas du tout. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on n'a pas un problème de climat, un problème de pollinisation et un problème d'herbivores. On a un problème, un seul, c'est un déséquilibre complet de l'agroécosystème. Si on essaie de rectifier uniquement les cochenilles, eh ben on va tuer un peu plus les pollinisateurs à coups d'insecticides. Donc là, on a réellement un problème global, et là-dessus, il faut réellement trouver des solutions globales à l'échelle de l'agroécosystème ou de l'écosystème quand on s'occupe d'air naturel. Je vous remercie. Bien, merci. Pareil, vous avez une question courte et rapide? Bon, après tout, le blanc cassis, c'est pas très bon non plus. Hein. Alors, la dernière de cette